En fait, c'est très simple, Didier. J'aimerais te demander qu'est-ce que c'est que la non-dualité et à quoi ça sert au fond? D'accord. C'est une question qui est raisonnable, hein, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais disons que le à quoi ça sert, d'abord, peut-être c'est la première question que je peux répondre, ça correspond en fait à tout simplement à essayer de résoudre cette angoisse existentielle de notre finitude, l'angoisse de la petitesse de ce qu'on croit être, hein, une petite chose, un petit homme minuscule au milieu d'un monde extérieur et cruel. Et donc ça, c'est vraiment, on pourrait dire, le lot commun de nous humains au cours de cette vie qui vont en permanence essayer de batailler cette angoisse existentielle pour exister et pour devenir de plus en plus, on pourrait dire, étant. Et en fait, il y a dans cette, on pourrait dire dans cette activité, il y a une perte d'énergie incroyable et surtout il y a une souffrance qui va avec ça. Et donc la non-dualité va peut-être pouvoir résoudre ce problème directement. Voilà. Alors du coup, ça nous donne accès à Comment? d'abord qu'est-ce que c'est que la non-dualité et comment, bien sûr. Hein, c'est une question raisonnable. La non-dualité, c'est un outil conceptuel. Hein, c'est pas autre chose que tout simplement un dialogue, on va dire ça comme ça, une forme d'éclaircissement de concepts qu'on a utilisés toute une vie, qui sont le concept d'être une personne, d'être localisé, d'avoir des pensées dans la tête, d'être né, etc., d'avoir un corps, tout ça qu'on va interroger et étape par étape, parce que c'est vraiment une question d'étape, on va découvrir que ce que l'on est réellement n'est pas limité à ce corps, n'est pas localisé particulièrement et n'est pas soumis justement à cette imposition du temps qui serait une naissance et forcément une mort qui va arriver. Voilà, donc ça c'est ce que c'est que la non-dualité, on pourrait dire ça. Le comment, c'est directement une application de cet outil conceptuel qui dit je crois que je suis une petite chose finie, enfermée dans un corps, dans une tête. Donc c'est une idée, ce sont des concepts, c'est des croyances. Et donc l'outil de la non-dualité va opposer d'autres concepts qui vont être relativement justes par rapport à ce qui est d'origine, mais pas une finalité en soi, c'est pas une vérité, on pourrait dire, c'est un outil. Et cet outil-là va petit à petit dépouiller, hein, c'est vraiment le terme, enlever couche par couche toutes ces idées, toutes ces croyances et arriver à une forme de non-savoir par rapport à notre propre représentation, qui ne va pas être une angoisse de se sentir inexistant, bien au contraire. La découverte à faire, c'est de réaliser que cet être que l'on est, ce sujet que l'on est, n'est pas une petite chose finie, mais est la vie dans sa totalité. Et ça, c'est vraiment assez incroyable à découvrir. Qu'est-ce qu'il reste quand dans Isabelle, il n'y a plus d'Isabelle, il n'y a plus de journaliste, il n'y a plus de Suissesse quinquagénaire, il n'y a plus d'une femme qui aime voyager, qui aime le reportage, qui a peur des araignées, qui est claustrophobe. Qu'est-ce qui reste quand on a enlevé tout ça? Eh ben, il reste tout ça. Voilà. Parce que justement, l'idée n'est pas de détruire Isabelle, de la supprimer, de l'effacer de ce monde, mais de la remettre à sa position naturelle, sa position divine, qui est une expression, ce que j'appelle souvent un geste créateur de ce divin, de cette vie dans sa totalité, qui, dans une forme de vœu, va dire on dirait que je suis Isabelle, et avec toutes ses qualités, ses capacités, ses incapacités, ses particularités. Et cette Isabelle devient absolument merveilleuse, devient goûteuse, devient divine finalement. Mais elle n'est plus vécue comme étant une limitation, elle est vécue comme étant juste une danse, une forme de célébration. Comment apprendre petit à petit à ne plus s'identifier à ce petit moi et à se voir comme faisant partie de la totalité? Alors voilà, donc c'est bien sûr, c'est quand on entend ce message, on a l'impression que c'est quelqu'un qui se voit comme étant une partie de la totalité, mais en fait, c'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne.
c'est pas quelque chose qui se met en place, un voir qu'il ne serait pas là déjà maintenant. C'est tout simplement la dissolution d'une grille de lecture habituelle qui raconte de façon imaginaire, c'est de l'imaginaire pur, euh, cette limitation. Donc il ne va pas y avoir quelque chose d'incroyable qui va se mettre en place, qui va être moi qui vois que je suis la totalité. Il va y avoir juste une forme, j'en parle souvent comme une forme d'oubli, d'oubli existentiel, d'oubli abyssal, j'ose dire, de ma propre définition. Et en cet oubli, il va être réalisé, et ce n'est pas Didier qui réalise, ni Isabelle, il va y avoir l'évidence qui apparaît, qui dit mais je n'ai jamais été une petite chose mortelle dans un monde extérieur. Et ça c'est vraiment une découverte incroyable à faire, mais pour personne, c'est pas Didier qui fait cette découverte, et c'est vraiment toujours impossible à expliquer finalement. Didier, tu as fait cette découverte toi-même dans les années 80, lorsque tu expliques combien ton mental s'est arrêté finalement comme un TGV qui part, qui roule à 100 à l'heure ou 120 à l'heure et qui percute un mur. Tout s'est arrêté d'un coup. Je ne sais pas si la métaphore est juste, mais c'était ce que tu sembles expliquer au cours de ce séminaire de 2 jours. Que ton mental, que tes pensées, que le brouhaha intellectuel, finalement, s'est arrêté du jour au lendemain. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça signifie concrètement quand les pensées ne s'entassent plus dans ton esprit? Donc, bien sûr, la question est aussi raisonnable, sauf que les pensées ne s'entassant pas dans mon esprit sont aussi une vue de l'esprit, parce que les pensées ne s'entassent jamais dans l'esprit. Les pensées apparaissent et disparaissent au même titre que cette conversation, au même titre que cette pièce, au même titre que tout le reste. Il n'y a pas un endroit où les pensées apparaissent et disparaissent particulièrement. C'est pas dans une tête, c'est la découverte à faire. Et ces pensées sont juste une activité impersonnelle. L'idée que c'est mon activité est dans ma tête et justement, on pourrait dire, la croyance à vérifier. Et donc, quand à un moment donné, il est vu que ces pensées sont libres, sont contextuelles de la situation et ne sont pas quelque chose que moi, cette personne séparée, je génère, cette idée de la séparation, cette idée d'un centre de contrôle, c'est l'idée d'un penseur même, disparaît. Et donc, fondamentalement, il n'y a pas à faire quoi que ce soit, il n'y a pas une activité particulière à rajouter, il y a juste l'arrêt naturel on va dire, d'une activité mentale qui semble être superflue et qui n'est pas utile à la survie parce que c'est juste une forme de description et ça n'a jamais été très utile. Les pensées sont toujours là occasionnellement quand il y a besoin, donc des pensées fonctionnelles, mais tout le narratif, tout le dialogue intérieur habituel qui est extrêmement énergivore, angoissant, souffrant finalement, tout ça forcément ça disparaît, ce n'est plus alimenté. Donc, ce n'est plus toi qui penses, enfin, mais c'est la prise de conscience que tu es pensé, que nous sommes pensés. Donc, c'est pas, on peut pas dire que c'est l'arrêt de la pensée de quelqu'un. Ça n'a jamais été quelqu'un qui pense. Hein, donc, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Donc, ce que je vis n'est pas autre chose que ce que tu vis, Isabelle, finalement. Sauf que en cette clarté de comment ça fonctionne, cette forme d'addiction à la pensée disparaît naturellement parce qu'elle est vue comme étant superfétatoire, elle n'est pas utile, elle est rajoutée. En ce sens-là, ça fait quasiment aucune différence. La seule différence, et qui est énorme, c'est ce silence, cette disponibilité à la vie, disponibilité au goût des choses, aux couleurs. Quelle est la place du libre arbitre dans la non-dualité? Alors, le libre arbitre est utilisé comme un outil, Isabelle, on en a parlé ce week-end. Là, je ne vais pas pouvoir donner exactement le tenant, les aboutissants, mais c'est un outil qui va peut-être révéler que une des croyances essentielles de cela que l'on est, c'est une forme de centre de commande qui dit je peux lever ce bras, je peux dire ces paroles, je peux faire ceci, je peux faire cela. Donc il y a un jeu quelque part qui semble être localisé dans le corps, dans la tête. Et ce jeu-là, il est généré par cette impression de libre arbitre. D'accord ? Maintenant, si on vérifie précisément et courageusement et honnêtement ce qui se passe, on voit que ces décisions sont toujours contextuelles et pas un peu contextuelles, elles sont à 100% contextuelles. Donc c'est vraiment
là que ça se joue. À ce moment-là, cette idée qu'il y a besoin d'un centre de contrôle quelque part, localisé, disparaît. Et donc tout le sujet du libre arbitre est évacué parce qu'on ne peut plus parler du libre arbitre de quelqu'un ou du non libre arbitre de quelqu'un. Dans les deux cas, ça ne fait plus aucun sens. C'est pas moi qui décide d'eux ou qui fait un choix, mais c'est le contexte qui fait que je vais prendre cette décision à tel et tel moment de mon existence. Mais ça, au fond, c'est très déculpabilisant. Bien sûr, c'est une grande partie j'oserais même dire la majorité de ce qu'on appelle la souffrance de la condition humaine et cette polarité entre la culpabilité, c'est-à-dire se blâmer soi-même pour ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait dû dire, et le blâme qui est la même chose, mais simplement c'est pour les autres, les soi-disant autres là-bas qui sont coupables d'avoir fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire, ils auraient pu, etc. Mais en fait, quand on regarde vraiment précisément et courageusement, on voit que toute action, toute parole, toute activité est, on pourrait dire, une émergence de la totalité sous un angle particulier, mais absolument pas personnelle. C'est une activité toujours impersonnelle. Ce n'est pas en même temps aussi très déresponsabilisant. Alors, l'idée de responsabilité ne disparaît pas vraiment parce que on avait vu ça ensemble ce week-end. Il y a toujours la responsabilité sociétale, des lois, du code de la route, des codes humains, on pourrait dire d'une certaine manière. Donc, ça n'empêche pas de s'excuser. Mais ce qui n'est pas généré, c'est cette angoisse qui empêche de dormir, qui fait en sorte qu'il y a une névrose qui se met en place et qui a besoin d'un accompagnement psychiatrique. Tout ça ne se mettra jamais en place, ça ne peut même pas émerger en fait. Et alors pour toi, Didier, dans ton quotidien, qu'est-ce que ça signifie d'être dans cette posture de savoir que c'est la totalité qui s'exprime à travers toi à chaque seconde? Est-ce que, par exemple, ton entourage ou ce que tu manges ou ce que tu découvres ou ce que tu regardes, est-ce que tout ça a plus de goût? Est-ce que ça a plus de saveur? Comment ça se traduit concrètement? Bien sûr, c'est là que la différence est évidente dans la qualité de vie, on pourrait dire, hein, parce que cette vie qu'on croit éveillée habituellement, elle est en fait vécue à travers un brouillard épais de pensées, de croyances, d'interprétations, de peur, d'émotions, etc. Quand tout ça, ce brouillard se lève, ce même monde, c'est pas un autre monde qui apparaît. Il n'y a pas d'éléphant rose, il n'y a pas de choses. Mais ce même monde, tout d'un coup, apparaît dans son aspect, j'ose dire, virginal, naissant, parce qu'il est toujours naissant, ce monde. Il est toujours maintenant. Et cette naissance est accompagnée d'un sentiment de gratitude et d'émerveillement permanent. Les couleurs, les formes, la beauté des mots, la beauté d'une situation toute simple, d'un paysage est absolument bouleversante à chaque fois. Et peut-être une dernière question, la place de comment est-ce qu'on peut vivre une séparation, un deuil dans cette posture non dualiste? Alors la place du deuil est à envisager du point de vue de la naissance et de la mort. Forcément, on ne peut pas réellement séparer les deux sujets. Donc la première chose à faire, à mon avis, pour avoir cette conversation, est de vérifier, est-ce que moi-même je suis né, est-ce que moi-même je vais mourir, est-ce que ça semble raisonnable de dire qu'on est né et qu'on va mourir, mais en fait, si on vérifie bien, cela que l'on est réellement n'est pas engagé dans la flèche du temps. Donc tout ça est juste une forme d'illusion d'optique, j'ose dire quasiment. Donc du coup, ça s'applique à l'entourage, à toute cette incroyable manifestation qui comporte des humains, des animaux, des plantes. Et bien sûr j'en ai parlé à l'atelier, des résonances magnifiques d'humain à humain, d'humain à animal, etc. Et ça, c'est vraiment... c'est la beauté de la vie, c'est l'épice, comme dirait Louis Sanza. C'est vraiment magnifique, c'est une grande beauté. Et en sa disparition, en son absence, il y a une douleur qui se met en place. Et ça, c'est inévitable. On pourrait dire c'est l'autre côté de la pièce du plaisir. Donc plaisir d'une relation, la douleur de la perte de la relation. Ce qui va
fondamentalement changé, c'est que ces douleurs ne seront pas accompagnées de cet effet multiplicateur et hallucinatoire qui s'appelle la souffrance, qui raconte pauvre moi, pauvre lui, pauvre, etc. Il y aura l'évidence que tout est absolument parfait, exactement comme ça se développe en ce moment. Et donc il y aura bien deuil, mais il n'y aura pas cette espèce d'incroyable souffrance ajoutée qui a en fait pas simplement un ajout, un effet multiplicateur qui va peut-être durer même toute une vie. Quelle est pour toi la définition de l'amour sur le plan non dualiste et l'amour entre humains? Est-ce qu'on peut parler entre humains d'un phénomène de résonance, C'est ça. de chemins qui se côtoient? Mais alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ben donc, l'amour du point de vue, on pourrait dire, de cette vie, c'est cette... J'aime bien la définition que donne Douglas Harding, ce philosophe anglais, qui disait que cela que nous sommes est espace d'accueil inconditionnel. Hein. Donc c'est accueillir inconditionnellement tout ce qui apparaît. Et à mon avis, une magnifique définition de l'amour, finalement. Hein. C'est la possibilité d'être toujours en accueil. Hein. C'est inconditionnellement. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus près de ce que je parlerai amour. L'amour, on pourrait dire relatif à l'histoire, à la manifestation, donc de ces apparentes relations entre des hommes, des animaux, etc. Des femmes, Bien sûr, des humains. sont plutôt un phénomène de résonance qui est contextuel, c'est pas absolu, c'est relatif. Et on voit bien que cet amour peut se transformer en haine quasiment d'une minute à l'autre. Donc c'est contextuel, c'est relatif à une situation particulière qui fait qu'il y a résonance, et s'il n'y a plus résonance, cela s'arrête. Donc c'est un autre type d'amour. Quand on quitte quelqu'un, c'est pas parce qu'on ne l'aime plus, mais c'est que parce qu'il n'y a plus de résonance. C'est que ça. contextuellement, C'est ça ça. ne se chevauche plus ou cela ne cohabite plus. C'est aussi ça. très déculpabilisant. Tout à fait, tout à fait. Et ça n'empêche pas d'aimer la personne. C'est juste que elle est toujours accueillie inconditionnellement, mais il n'y a plus résonance. Donc il n'y a plus forcément obligation de continuer cette relation parce que tout simplement ça fait plus de sens et la vie continue de toute façon. Je te remercie infiniment, Didier. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Isabelle. Ça m'a fait un très très grand plaisir de te rencontrer et puis de passer tout ce week-end ensemble. De même. De même.